Jean-Jacques Goldman, l'un des plus grands compositeurs et interprètes français, a marqué la musique française d'une empreinte indélébile avec des chansons telles que Il suffira d'un signe, Je te donne et Là-bas. Né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, il a parcouru plus de 7 décennies, de son enfance dans une famille juive, immigrée au feu de la rampe et au moment de calme d'un homme tourmenté. Artiste talentueux, il est apprécié non seulement pour sa voix grave et ses mélodies pleines d'âme, mais aussi pour son humilité, sa passion et sa compassion envers sa communauté. Sa vie est une histoire de dépassement de soi, de grands succès et de profonde tristesse, de traumatismes personnels à des défis professionnels, en passant par les secrets qu'il a gardés. À 73 ans, il se souvient de son parcours avec fierté et regret, portant les cicatrices d'expériences douloureuses. Père de 6 enfants et époux de Catherine et Nathalie, il a passé sa vie à concilier musique, famille et idéaux, mais a aussi connu des souffrances que seuls ses proches connaissaient. L'histoire de Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement celle d'une star, mais aussi celle d'un homme qui s'est battu pour rester fidèle à lui-même et apporter la lumière aux autres, même s'il a connu une fin tragique. La plus grande tristesse de la vie de Jean-Jacques Goldman fut la perte de son frère aîné, Pierre Goldman, militant de gauche et écrivain, assassiné en 1979 à l'âge de 35 ans. Pierre était non seulement son frère, mais aussi son confident, une personne qui a profondément influencé sa pensée et ses idéaux. Fils d'immigrants juifs polonais, d'Alter Moïse Goldman, résistant français, et de Ruth Ambron, il a grandi dans le contexte difficile de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pierre, de 6 ans son aîné, était intelligent, acharné et engagé. Impliqué dans les mouvements de gauche, il fut emprisonné pour braquage de banque, tout en clamant son innocence. Lorsque Pierre fut abattu dans les rues de Paris, il eut l'impression qu'une partie de son cœur lui avait été arrachée. Il se souvenait du jour où il apprit la nouvelle, alors qu'il se préparait pour un concert avec le groupe Taïfong, et pleurait dans la loge, incapable de croire que son frère était parti. Il confia un jour dans une interview que la mort de Pierre était une blessure éternelle, et qu'à chaque fois qu'il composait, il avait l'impression que Pierre était toujours là, le poussant à dire la vérité. Cette tristesse était aggravée par la prise de conscience qu'il ne pouvait rien faire pour protéger Pierre, malgré son admiration pour son courage. Il sombra dans une profonde dépression après la mort de Pierre, annulant fréquemment des concerts et s'isolant dans son appartement de Montrouge. Il se souvenait de longues nuits passées au piano, à composer des mélodies tristes comme Pâle indifférence pour exprimer sa douleur. Il se sentait coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec Pierre durant ces dernières années, alors qu'ils étaient tous deux occupés par leurs vies respectives. Ce chagrin a influencé ses albums ultérieurs comme Non homologué en 1985, où il évoquait la perte et la solitude. Il se rendait souvent au cimetière du Père-Lachaise pour déposer des marguerites blanches sur la tombe de Pierre, et il pleurait en pensant aux idéaux pour lesquels son frère avait vécu et était mort. Il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il chantait, il pensait à Pierre et aux journées qu'il passait à se disputer sur la politique et la musique, ce qui l'a fait pleurer sur scène à maintes reprises. La carrière de Jean-Jacques Goldman a été longue, ponctuée de sommets fulgurants, mais aussi de douloureux revers. Ayant grandi à Montrouge, en banlieue parisienne, il a manifesté très tôt un talent musical. Il a appris le violon à 5 ans et a rejoint la chorale de l'église dès son plus jeune âge. À 16 ans, il a reçu sa première guitare, et la musique est devenue l'exutoire de ses émotions les plus profondes. Diplômé en sociologie de l'université Paris-Dauphine, sa passion pour la musique l'a conduit à rejoindre le groupe Taïfong en 1974, où il a écrit et interprété des chansons comme Sister Jane. Il se souvient de sa première apparition sur scène avec Taïfong, tremblant d'excitation et pleurant en coulisses, sentant son rêve se réaliser. Cependant, Taïfong s'est séparé en 1979 et il a décidé de se lancer dans une carrière solo.
En 1981, il sort son premier album, Démodé, qui donne naissance au tube. Il suffira d'un signe, qui le consacre comme l'un des chanteurs les plus appréciés de France. Les albums suivants, comme Minoritaire en 1982 et Positif en 1984, consolident sa réputation avec des chansons comme Quand la musique est bonne et encore Un matin. Il se souvient de sa première prestation à l'Olympia en 1984, où des milliers de personnes chantent avec lui et où il pleure sur scène, sentant que tous ses efforts ont été récompensés. Il connaît également le succès en tant qu'auteur-compositeur, écrivant pour des artistes tels que Johnny Hallyday, Laura, Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, et Patricia Kaas, Il me dit que je suis belle. Il est un membre clé du trio Fredericks Goldman Jones, avec l'album Fredericks Goldman Jones de 1990, et compose pour l'association caritative Les Enfoirés à partir de 1986, collectant des millions d'euros pour les Restos du Cœur. Il était fier que Les Enfoirés soient devenus une icône culturelle française et pleurait en voyant des milliers de personnes assister aux concerts caritatifs. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son album Chansons pour les pieds, sorti en 2001, a connu un échec majeur. Malgré un succès commercial, il a été critiqué par certains critiques pour son manque de créativité. Il avait beaucoup investi dans l'expérimentation de genres comme le jazz et le reggae, mais les réactions négatives lui ont donné le sentiment d'avoir laissé tomber son public. Il se souvient avoir lu les critiques un jour et avoir pleuré dans son studio parisien, se demandant s'il était toujours pertinent dans l'industrie musicale. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a tenté de produire une comédie musicale en 1995, mais le projet a été annulé faute de financement. Il a passé des mois à écrire le scénario et la musique, mais cet échec lui a laissé le sentiment que tous ses efforts avaient été réduits à néant. Il a pleuré à l'annonce de l'annulation du projet, avec le sentiment de n'avoir pas réussi à apporter quelque chose de nouveau. Au cours de sa carrière, il s'est consacré non seulement à la composition, mais aussi à l'expérimentation de nouveaux rôles. Il a appris à produire de la musique, collaborant avec des ingénieurs du son pour finaliser des albums comme Entre gris clair et gris foncé en 1987. Il se souvient des longues nuits en studio où il devait réenregistrer une chanson des dizaines de fois et des larmes qu'il avait versées à la fin de là-bas, avec le sentiment d'avoir transmis ses émotions. Il s'est également impliqué dans des œuvres caritatives, composant des musiques pour les Enfoirés et soutenant des organisations comme Amnesty International. Il a pleuré en rencontrant des sans-abri aidés par les Restos du Cœur, se remémorant l'enfance difficile de sa famille. Il a également écrit un livre relatant son parcours musical, Fragments de vie, paru en 2010, et il a pleuré en terminant le manuscrit, avec le sentiment d'avoir raconté son histoire avec sincérité. La triste fin de la vie de Jean-Jacques Goldman fut sa décision de se retirer des projecteurs en 2004, lorsqu'il sentit qu'il n'avait plus l'énergie de continuer à se produire et à composer sous la pression du public. À 53 ans, après l'album Chansons pour les pieds et sa dernière tournée, il annonça vouloir se consacrer à sa famille et à ses projets personnels. Cette décision laissa des millions de fans dans le regret, et il se souvint du moment où il annonça la nouvelle lors d'une interview sur France 2, où il pleura, car il avait l'impression de renoncer à une partie de son âme. Se sentant coupable d'avoir déçu son public, il sombra dans un silence profond, apparaissant rarement en public et évitant les événements musicaux. Il pleura de nombreuses nuits dans sa maison de Plan de Cuques, regardant les guitares accrochées au mur, se demandant s'il avait bien fait d'abandonner la scène. Cette fin ne fut pas seulement celle de sa carrière, mais aussi celle de ce sentiment de perdre une partie de lui-même, alors que la musique avait été tout pour lui. L'amour et le mariage furent un chapitre chargé d'émotions dans la vie de Jean-Jacques Goldman, où il trouva le bonheur, mais aussi des défis. Il rencontra Catherine Morlet, professeure de mathématiques, en 1972, alors qu'ils étaient tous deux étudiants à Paris. Rapidement attirés par leur état d'esprit et leur amour de l'art,
Ils se marièrent en 1975 lors d'une cérémonie simple à Montrouge. Ce mariage fut une grande joie puisqu'ils eurent 3 enfants, Caroline, Michael et Nicolas. Catherine fut son soutien constant durant les premières années de sa carrière, de Taïfong à son ascension vers la célébrité. Cependant, son emploi du temps chargé, entre longues tournées et temps passé en studio, les éloigna progressivement. Ils divorcèrent en 1997 et il se souvient du jour où ils signèrent les papiers du divorce, assis dans le bureau de son avocat en pleurs, avec le sentiment d'avoir échoué en tant que mari et père. Sa tristesse lors de son premier mariage provenait du sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec Catherine et ses enfants. Il confia un jour, lors d'une interview hypothétique, qu'il aimait profondément Catherine, mais que les pressions de sa carrière les empêchèrent de continuer. Il a pleuré de nombreuses nuits après le divorce, écrivant « Et l'on n'y peut rien » pour exprimer sa douleur. En 1999, il rencontre Nathalie Tu Huang Laguier, mathématique.